Alors, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau concept qui s'appelle le Sunday Chill Coffee. Donc je vais vous expliquer, pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, vous devez sûrement vous dire mais de quoi est-ce qu'il parle. Donc le Sunday Chill Coffee, c'est un concept que j'ai envie de mettre en place sur la chaîne, concept que je n'ai pas inventé. Faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est un concept qui est tiré de la chaîne YouTube de Yann Darwin, que je suis, qui fait des Sunday Chill Coffee et que j'apprécie beaucoup, et je me suis dit pourquoi pas essayer, je pense que ça pourrait plaire à pas mal de personnes. Et je vous ai posé la question sur Instagram et j'ai eu des retours assez positifs. Donc l'idée du Sunday Chill Coffee, c'est quoi ? C'est que je me pose devant mon ordi avec une liste de questions, un café, comme j'ai entre les mains, et je réponds tout simplement aux questions, en l'occurrence que vous m'avez posées sur Instagram. Donc évidemment, si tu as envie de participer aux prochains épisodes, je t'invite à me suivre sur Instagram, tous les liens seront juste en dessous. Ou alors, je réponds aussi aux questions que vous me posez en commentaire sur YouTube. Donc c'est pareil, si tout au long de cette vidéo, il t'arrive d'avoir des questions sur le business en ligne, sur quoi que ce soit, tu vas voir qu'on va traiter vraiment des sujets très différents. Il y a même des questions un petit peu perso. Tu les poses en commentaire. Et je ferai en sorte, en tout cas, d'y répondre dans une prochaine vidéo. Donc le but, c'est que je ne cut pas normalement, si tout se passe bien, si j'ai pas de problème technique. On va tout faire d'une traite, la vidéo va durer un petit moment, et tu peux l'écouter si tu as envie, juste au format audio, parce que il va rien se passer d'extraordinaire à l'image. D'accord ? Donc je bois mon petit café, qui n'est pas exceptionnel en plus. Et on est parti. Donc j'ai sélectionné environ une quinzaine de questions pour ce premier épisode. Peut-être que j'en ferai plus, peut-être que j'en ferai moins, je ne sais pas. Première question qu'on m'a posée, que je trouve assez intéressante. Comment développer son business de commerce ? Donc c'est une question de la grande Marcel. Donc comment développer son business de commerce ? Je suis au courant du reste de la question, c'est sur Instagram. En gros la question c'est, est-ce que les stratégies qu'on met en place pour développer un business physique, donc de commerce, ou de vente de produits, sont différentes des stratégies qu'on met en place pour développer un business en ligne. Donc la réponse c'est oui et non à la fois. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les fondations, quand tu as envie de développer un business sur Internet, notamment sur Instagram et n'importe quelle autre plateforme, il y a toujours des fondations qui sont plus ou moins les mêmes. Ces fondations, c'est quoi ? Si tu veux développer un business en créant du contenu, c'est ça, même si tu ne veux pas créer de contenu, premièrement, identifier ton client cible, ton client idéal. Parce qu'en fait, tout part de là. Si tu ne comprends pas à qui tu t'adresses, si tu ne comprends pas à qui tu veux vendre ton produit, ton service, ça peut être n'importe quoi, un produit physique, un produit en ligne, un e-book, ce que tu veux. Si tu ne comprends pas déjà à qui tu t'adresses, à qui tu veux vendre ton produit, tu ne trouveras jamais les bons arguments, les bons contenus, tu ne trouveras jamais ce qu'il faut mettre en avant pour convaincre cette personne que ton produit est le produit dont elle a besoin ou dont elle a envie. Je te donne un exemple tout bête. Tu as un business de commerce physique, tu vends des produits de cosmétiques, d'accord ? Et tu n'as pas cerné ton audience, tu n'as pas fait ce travail en amont de chercher à comprendre à qui tu t'adresses, et en fait tu te rends compte après des mois que ton audience, elle a des valeurs personnelles très fortes autour de l'écologie et autour de l'éthique, d'accord ? Ce qui va se passer, c'est que si tu ne mets pas en avant ces choses-là dans tes contenus et dans tes produits, dans tes offres, si tu n'expliques pas que ta marque, c'est une marque qui est éthique et qui est écologique, tu ne vas pas convaincre les gens qui sont ta cible d'acheter tes produits. Parce que pour eux, ces valeurs-là d'écologie et d'éthique sont des valeurs qui sont importantes. Tu vois ? Et ça se concrétise dans tout ce que tu vas faire. Comprendre son audience, ça va se concrétiser dans les contenus que tu vas créer. Encore une fois, je prends toujours cet exemple, mais s'adresser à des hommes et à des femmes, par exemple, dans le sport, dans l'alimentation ou dans des domaines comme ça, on ne crée pas du tout les mêmes contenus et on ne crée pas du tout les mêmes produits. Pareil, en termes de valeurs personnelles, en termes d'objectifs. Tu peux vraiment scinder comme ça. S'adresser à un homme qui a juste comme objectif de vouloir s'aimer soi-même et se plaire et avoir un corps dans lequel il est à l'aise, et s'adresser à un homme qui veut faire de la compétition dans l'entraînement, c'est pas du tout le même dialogue, c'est pas du tout les mêmes produits, c'est pas du tout la même façon de parler. D'accord ? Donc la première step qui réunit vraiment tous les business et qui est indispensable, c'est celle-ci. C'est celle de comprendre vraiment à qui on s'adresse. La deuxième étape, en termes, notamment je parle là de stratégie de contenu à mettre en place, encore une fois business physique ou business en ligne, c'est ce que j'appelle tout le temps le fameux know, like, trust.
mettre en place une stratégie de contenu qui est cohérente, qui est diversifiée et qui permet d'accomplir plusieurs objectifs. Dans le sens où il te faut, quand tu crées du contenu sur Internet, créer du contenu qui te permet de toucher du monde. Typiquement, faire des lives. Faire des lives avec d'autres personnes dans ta thématique, ça te permet de, par réseautage en fait, toucher d'autres personnes. Des personnes qui vont être intéressées par ce que tu fais. Donc ça, c'est un type de contenu qui est qui te permet de toucher du monde. Ensuite, on a le like et le trust. Le like, j'en parle souvent, c'est de l'appréciation. C'est des contenus qui permettent vraiment qu'on apprécie ta personne et ta marque. Ça peut être du contenu à forte valeur ajoutée, donner des conseils. Ça peut être du contenu où tu te mets un petit peu en avant toi en tant que personne, ou que tu mets en avant ta marque. Ça peut être par exemple les valeurs de ta marque, le behind the scene d'un produit que tu vas sortir, etc. Et le trust, c'est la confiance, c'est tout ce qui est témoignage client, discussion avec son audience, etc. La confiance, ça ne se crée pas uniquement en créant du contenu. Les gens ont confiance en toi quand tu crées du bon contenu. Déjà, c'est un signe de confiance. Ils ont confiance en toi quand tu montres, par exemple, encore une fois, les témoignages, mais aussi, ils ont confiance en toi quand tu es disponible. Quand tu réponds à leurs messages, quand tu réponds aux commentaires, quand tu interagis avec eux de manière naturelle, etc. Il y a vraiment un sentiment de confiance qui va se créer dans l'échange. Pourquoi ? Parce qu'on est des êtres humains. Donc si on est des êtres humains et on échange, on va avoir confiance. Okay ? Et encore une fois, en fait, les réseaux sociaux, il faut vraiment voir ça comme la vie. Dans le sens où, regarde comme tu agis dans la vie, on agit plus ou moins de la même façon sur les réseaux. Demain, si tu rencontres une nouvelle personne, la première impression que tu vas avoir d'elle va driver un petit peu la confiance que tu vas lui donner. Okay ? Si demain tu croises quelqu'un, je sais pas, à la boulangerie ou dans un café, dans un restaurant, à la salle de sport, et que cette personne, elle est super gentille, super avenante, elle discute, elle prend le temps de t'écouter, etc., tu vas te dire, ok, cette personne, c'est une vraiment bonne personne, elle m'écoute, elle discute avec moi, elle est réactive et tout, c'est cool, je lui fais confiance. Sur Internet, c'est pareil. Ça fonctionne de la même façon. Donc il faut avoir cette ouverture d'esprit. Il faut comprendre que Internet, c'est comme la vraie vie et qu'il faut donner de la relation aux gens. Donc, know, like, trust. Faire en sorte de créer du contenu ou en tout cas d'avoir des actions. C'est pas forcément du contenu, mais c'est des actions qui permettent de toucher ces différents pôles, ces différents objectifs. La croissance, l'appréciation et la confiance. Après, ça, c'est les bases un petit peu communes à tout type de business sur Internet. Après, il y a des choses qui diffèrent si tu vends un produit qui est physique, forcément. Pourquoi ? Parce que si tu vends un produit qui est physique, tu ne peux pas avoir la même logistique que quand tu vends un produit sur Internet. Tu ne peux pas avoir la même automatisation. Quand tu vends un produit sur Internet, par exemple une formation en ligne, comme moi je peux faire, tu as tout un système d'automatisation qui fait que tu peux capturer l'email d'une personne, la faire rentrer dans une séquence qui va mettre automatiquement ton produit en avant auprès de cette personne. Ok ? Quand tu fais du commerce, c'est un petit peu différent. Dans le sens où tu vends un produit qui est physique, il faut l'envoyer, il y a des frais de port à payer, etc. Et c'est compliqué de récolter un email. Et vu qu'en fait, tu n'apportes pas de valeur et que tu ne donnes pas de conseils aux gens, c'est plus les mêmes stratégies. Donc, il faut aussi prendre en compte ton secteur. Toi, ce qui va compter, à mon sens en tout cas, dans le commerce, c'est surtout en fait le nombre de fois où tu vas entrer dans la tête de ton client. C'est le marketing de répétition. Le marketing de répétition, c'est le fait de créer du contenu ou d'être le plus possible dans la tête de son client. C'est comme ça que les plus grandes marques physiques se sont montées, les plus grandes entreprises, les fast-food, McDo, KFC, Coca-Cola, ce que tu veux. Eux, ils ne mettent pas en place des stratégies sur Instagram avec des hashtags, de la publication, etc. Ils font du marketing de répétition. Ils balancent beaucoup d'argent en publicité pour être toujours dans la tête des gens, constamment. Et comme ça, dès que tu as faim, tu vas penser à aller manger McDo. Dès que tu vois un McDo passer, tu vas te rappeler de toutes les pubs que tu as vues en amont et ça va te donner envie d'aller manger McDo. Donc, le marketing de répétition, ça peut se faire via de la publicité. Publicité Facebook, publicité sur Instagram ou autre. Et si tu n'as pas les compétences et les économies pour le faire, parce que ça demande des compétences et ça demande de l'argent de faire de la pub, tu peux faire du marketing d'influence. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un des leviers qui est le plus sous-estimé, que ce soit pour du commerce de produits physiques ou même de la formation. Parce que le marketing d'influence, c'est pas juste envoyer des produits achetés sur AliExpress à des influenceurs. Le marketing d'influence, c'est comme Tupperware, c'est-à-dire c'est ne plus vendre tes produits uniquement de ton propre chef, mais en fait demander à d'autres personnes de le vendre à ta place. Et ça peut se faire facilement dans différents domaines. Donc, 3 choses que tu peux mettre en place, je pense, qui sont importantes, c'est ces 3 choses-là. Compréhension de l'audience,
stratégie de contenu ou en tout cas stratégie d'action, on va dire, Know, Like, Trust, qui couvre différents objectifs, et marketing de répétition, ou faire en sorte d'apparaître le plus possible dans la tête de tes clients. Donc, voilà pour la première question. Deuxième question de Stéphanie LMRL. En combien de temps as-tu réussi à atteindre 2000 € par mois net si tu les as atteints? Alors, oui, je les ai atteints déjà, depuis un petit moment d'ailleurs. Et j'aime beaucoup ta question en fait parce que tu parles bien de 2000 € par mois net. Et on va en reparler parce que j'ai d'autres questions juste après, un petit peu plus sur la fiscalité, etc. Alors, je ne suis pas fiscaliste ou quoi que ce soit. Le but, c'est juste que je vous partage mon retour d'expérience. Mais j'aime beaucoup cette question de net. Pourquoi ? Parce que souvent sur Internet, on vous balance un tas de chiffres. J'ai fait 10 000 €, j'ai fait 15 000 €, j'ai fait 100 000 €, j'ai fait machin, j'ai fait truc, j'ai fait un lancement à tant d'euros. On en oublie que ces euros ou ce chiffre d'affaires généré, ça reste un chiffre d'affaires. Ok ? Donc, sur ce chiffre d'affaires, alors je vais répondre à la question après, mais sur ce chiffre d'affaires, il y a des choses à enlever. Déjà, il y a les impôts. Ok ? Si tu es en micro-entreprise, ça monte à 22%. Si tu es en société, c'est plus élevé, tu as l'impôt sur les sociétés, ensuite tu as l'impôt sur les revenus si tu es imposable à la tranche sur les revenus, tu as les charges sociales, etc. Donc, tu peux au moins en moyenne diviser par 2 si tu as une société. Donc, c'est important de bien mentionner ce chiffre net. Parce que si demain, moi, je te dis, voilà, j'ai une société, je fais 10 000 € par mois sur Internet. C'est bien, ça montre que je réussis, ça montre que je réussis au sens financier. Hein. Ça montre que mon entreprise vend, perdure, etc., que ça fonctionne. Mais peut-être que sur les 10 000, je vais mettre à la fin du mois que 2 000 dans la poche. Parce que sur les 10 000, je vais avoir 20% de TVA, je vais avoir l'impôt sur les sociétés, je vais avoir ensuite les charges sociales que je vais me verser sur mon salaire, et je vais avoir les charges. C'est-à-dire que, en fait, pour faire tourner une entreprise, moi aujourd'hui je travaille avec des prestataires, j'ai des logiciels à payer, etc. J'ai une caméra comme ici, un objectif que j'ai acheté l'autre jour, donc c'est des frais liés à ta boîte et c'est de l'argent que tu ne mets pas dans ta poche. Donc c'est important de dissocier les deux. Pour répondre à ta question, les 2 000 € par mois net, je les ai atteints environ autour des 1 an de mon lancement. Donc je me suis lancé en juin 2017, le 10 juin 2017, je m'en souviens comme si c'était hier. Et 1 an plus tard, je faisais 2 000 € par mois net dans ma poche. Comment ça se fait ? Parce que j'ai démarré avec une micro... Alors comment ça se fait ? Parce que j'ai bossé comme un acharné, c'est une chose. Mais en fait, surtout, j'avais démarré en micro-entreprise, ok ? Et on va en reparler juste après, hein, comment se lancer, etc. Donc j'avais démarré en micro-entreprise. Et en tant qu'auto-entrepreneur, quand tu as moins de 25 ans, tu peux bénéficier de l'ACRE. Aujourd'hui, l'ACRE a pas mal changé, c'est beaucoup moins intéressant qu'avant. Mais à l'époque, donc moi il y a 4 ans quand même, ça commence à dater un peu, quand tu souscrivais à l'ACRE, tu étais imposé seulement la première année à 5%. La deuxième à 11%, la troisième à 17%, et ensuite tu passais à 23%. Et c'était hyper intéressant. Pourquoi ? Parce que du coup, la première année, j'étais imposé qu'à 5%. Donc pour le coup, si tu fais 1 000 € de chiffre d'affaires, tu vas payer 50 € d'impôt. Donc là, ça commence limite à devenir... ton chiffre d'affaires commence limite à devenir ton net, et ce que tu te mets dans la poche. Question suivante, d'Alexandra 5995, j'aime beaucoup vos pseudos sur Instagram. Pourquoi est-ce que tu fais ce métier ? Question qui est très intéressante. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce métier ? J'en parle souvent quand je fais des interviews, quand on me demande un petit peu ce que je fais, que je dis que je suis créateur de contenu, que je vends de la formation, et que voilà, moi mon dada en fait c'est vraiment de parler de business en ligne, c'est une chose, de réseaux sociaux et aussi de création de contenu. J'ai envie de parler de ces domaines-là et je fais ce métier pour plein de raisons. Et je vais les expliquer juste après. Mais en fait, j'aimerais avant faire une petite parenthèse sur la création de contenu. Aujourd'hui, sur Internet, il y a des centaines de façons de réussir. Et là, je parle vraiment dans l'idée de... Vous avez un produit ou un service à vendre, de la formation, du coaching. Vous pouvez honnêtement le vendre d'une dizaine, peut-être d'une trentaine de façons différentes. Vous pouvez faire de la publicité sur Facebook. Il y a plein de business qui prennent un produit, en font de la publicité sur Facebook et trouvent des clients comme ça. Vous pouvez faire de la publicité sur Instagram. Vous pouvez monter un business uniquement avec du marketing d'influence, uniquement avec du référencement naturel. Vous pouvez monter un business, vous pouvez monter une agence de SMMA. Vous pouvez faire... Bref, il y a plein de choses qu'on peut faire aujourd'hui dans le business en ligne. Moi, si j'ai choisi ce que je fais là, c'est-à-dire faire des vidéos comme ça, créer du contenu sur Instagram, sur YouTube, depuis maintenant plusieurs années, c'est pour plusieurs raisons.
C'est pour plusieurs raisons. La première, c'est que je suis passionné par ça. C'est-à-dire que vraiment, donc je réponds un petit peu à la question en même temps, je suis passionné par le fait de créer du contenu. Faire un setup comme ça, comme vous le voyez juste ici sur YouTube, parler face caméra, essayer de trouver des nouvelles idées, des nouveaux concepts, des nouveaux projets, essayer d'amener une façon différente de consommer quelque chose, d'apprendre quelque chose, ça me passionne, ça me fait kiffer. Et demain, si vous venez me voir et vous me dites, voilà, ce que tu peux faire, c'est que tu peux... Et souvent, il y a des gens qui me DM sur Instagram en me disant « Ouais, Tony, tu pourrais faire beaucoup plus d'argent en faisant de la publicité, en faisant ci, en faisant ça. » Je sais, je suis au courant, j'en ai déjà fait. Mais ça m'intéresse pas forcément. Parce que moi, faire de la publicité, par exemple, sur Facebook, ça me fait pas kiffer plus que ça. Je prends pas mon pied en faisant de la publicité. Moi, je prends mon pied en créant du contenu parce que je suis passionné par ça. Donc ça, c'est déjà une première chose. Après, il y a plein d'aspects aussi, d'avantages, entre guillemets, de la création de contenu. Là, par exemple, ça fait 1 mois et demi que j'ai pas publié sur YouTube et j'ai continué à gagner entre 3 et 4 000 abonnés sur le mois, en général en 30 jours, parce que c'est du référencement naturel et parce que vos contenus restent sur le long terme. D'accord ? Donc ça, c'était la parenthèse création de contenu. Donc, la première raison qui fait que je fais ce métier, c'est déjà parce que j'aime vraiment ce que je fais. Tous les jours, j'aime créer du contenu, je suis passionné par ça, j'aime aussi faire des formations, ça peut paraître bizarre, mais pour moi les formations c'est une forme aboutie de création de contenu, on va plus loin que les vidéos, on va beaucoup plus loin, et surtout parce que j'ai envie vraiment d'avoir un métier dans lequel je me sens donc épanoui, c'est le cas, et utile. Et ça pour moi c'est le plus important. Ce qui me comble le plus, c'est pas du tout combien je gagne ou que j'ai fait des ventes ou que j'ai vendu, non ça m'intéresse pas. Moi, ce qui me comble le plus, c'est quand je reçois des messages de personnes qui me disent « Tony, merci pour ce que tu fais, merci pour tout ce que tu apportes, tu as changé ma vie, tu m'as aidé à voir ça, tu m'as aidé à croire en moi, tu m'as aidé à accomplir mon rêve, tu m'as aidé à accomplir mon objectif, etc. » Et en fait, c'est vraiment ça finalement, et je m'en rends compte au fil des années, que c'est vraiment le fait d'aider les gens qui me procure le plus de bonheur et le plus de plaisir. Donc, ça, c'est les raisons pour lesquelles je fais ce métier aujourd'hui, pour lesquelles j'ai choisi la création de contenu et pour lesquelles je fais un métier dans lequel j'aide les gens. Question suivante. De CLMHDT, Clem, je pense, il me semble. Est-ce que tu conseilles de commencer son activité en étant en poste ? Alors, oui. Oui. Clairement, votre activité ou votre projet, plus tôt vous le commencez, mieux c'est. J'ai démarré moi en 2017, donc à l'époque, j'étais intermittent. Non, j'étais pas intermittent. Intérimaire, voilà. J'étais intérimaire à l'usine, donc je travaillais 8 heures par jour à l'usine. Et à côté de ça, donc je développais mes réseaux, je faisais des vidéos sur YouTube, etc. Pourquoi je le conseille ? Premièrement, parce qu'il faut commencer tôt, le plus tôt possible. Quand vous avez un projet, les 6 premiers mois vont quasiment partir à la poubelle. Alors, je vais m'expliquer. En gros, ce qui est le plus dur dans un projet, c'est pas de faire les choses, c'est de trouver sa propre voie, sa propre patte et ce qui nous plaît vraiment. Moi, j'ai mis vraiment très longtemps à comprendre ça. C'est-à-dire que souvent, quand on se lance dans quelque chose de nouveau, on se lance pas de la meilleure façon possible. Moi, j'ai démarré YouTube, je parlais un petit peu de tout et de rien. Je parlais de voyage, de productivité, je parlais de Bitcoin, d'email, de développement personnel, de phobie, bref, de tout et de rien à la fois. Pourquoi ? Parce que je me cherchais. C'était un projet qui était nouveau, je me lançais dans quelque chose, j'étais pas sûr que ça me plaise, je savais pas comment m'y prendre, je savais pas si c'était fait pour moi, etc. Donc, c'est au fil des mois, comme ça, à force de créer, que je me suis rendu compte qu'il y a certains domaines qui me plaisaient plus que d'autres. Il y a certains sujets qui me passionnaient plus que d'autres. Et que j'ai réussi au fil des semaines, des mois et maintenant des années, vraiment à peaufiner en fait, et à me retrouver moi-même, à comprendre qui j'étais, à comprendre ce que je voulais faire et obtenir, et à comprendre comment j'allais y arriver. Et ça, c'est, croyez-moi, dans le business, le plus important. Se comprendre, faire une introspection sur qui on est, ce qu'on fait, ce qu'on aime, nos appétences, nos compétences. Et plus vous vous comprenez, plus vous allez pouvoir créer un projet qui vous ressemble et tenir sur le long terme. Et donc, oui, je conseille de commencer votre activité en étant en poste. Pourquoi ? Même si vous n'allez pas obtenir des résultats extraordinaires, parce que quand on travaille, moi, les gens qui me disent
t'es salarié, tu travailles 7 heures par jour et tu dors 7 heures par nuit, ça fait 14, ça veut dire qu'il te reste 10 heures pour bosser sur tes projets. Moi, ces trucs, j'y crois pas du tout. Parce qu'on est des humains. Voilà, des fois on n'a pas envie, des fois on est fatigué, et puis on a nos amis à voir, notre famille à voir. Le but, c'est pas non plus de bosser 23 heures sur 24 tous les jours pour finir par déprimer au bout de 2 semaines. Donc, même si tu es en poste et que tu travailles peut-être 10 heures par jour, tu as tes 7 heures de boulot et tu as la pause du midi, etc. Même si le soir, quand tu rentres, tu travailles juste 2 heures sur ton projet, ça suffit. Parce que le but, tu le sais que tu vas pas obtenir des résultats extraordinaires au bout de 2 semaines si tu as une activité à côté. Mais au moins, en travaillant 2 heures par jour sur ton projet, peut-être 3, peut-être 4 si tu as le temps, tu vois. Tu vas réussir à poser les premières pierres d'un édifice qui vont te permettre de mieux comprendre ce que tu veux faire, qui vont te permettre peut-être de faire un premier pas, tu vois. Moi, j'ai des clients avec qui je travaille qui ont un job à côté et qui tranquillement posent ces premières pierres et qui commencent à générer leurs premiers revenus sur Internet. Et donc, là, tu as une balance, tu vois. Quand tu commences à générer tes premiers revenus sur Internet, tu as la confiance qui augmente, tu as les revenus qui augmentent et tu peux te dire, bon, peut-être que là, je vais pouvoir quitter mon job et me concentrer à 100% là-dessus. Mais c'est important, je pense, de démarrer le plus tôt possible pour faire ce gros travail d'introspection qui prend énormément de temps. Ensuite, on arrive aux questions fiscalité. Je vais essayer de faire simple et je vais essayer de ne pas dire n'importe quoi parce que la fiscalité, c'est un petit peu complexe. Donc, j'ai 2 questions en une. La première question de Nicolas Stagram, enregistrer sa micro-entreprise, comment faire, Shine ou soi-même. La deuxième question, pour la création d'un contenu food, le statut de freelance ou de micro-entreprise. Donc là, je vais faire un point global sur un petit peu, voilà, ce que moi je conseille aujourd'hui qu'on a envie de vendre de la formation sur Internet, d'être indépendant comme statut ou autre. J'en ai parlé hier d'ailleurs justement avec une cliente à moi, coucou Fiona, si tu passes par là, et on en a parlé pas mal de temps parce qu'il y a quand même pas mal de choses à comprendre. Donc, si aujourd'hui vous démarrez, il y a 2 possibilités. Soit vous créez une micro-entreprise, soit vous créez une société. La micro-entreprise, donc je vous conseille, vous allez comprendre juste après, mais en gros je vous conseille dans la majorité des cas la micro-entreprise. Pourquoi ? Parce que la micro-entreprise, de 1, c'est simple de création. Il n'y a pas, donc là la question de Nicolas, c'est est-ce qu'on passe par un service extérieur ou pas ? Vous pouvez, mais honnêtement, vous allez sur le site de l'URSSAF, vous tapez micro-entreprise, vous la créez en 5 clics. Je suis administrophobe, je déteste les papiers et j'ai réussi à créer ma micro-entreprise, donc franchement tout le monde peut le faire. Donc c'est simple à créer, c'est simple à gérer, vous avez juste vos déclarations à faire mensuellement ou trimestriellement, il n'y a pas d'AG à faire en fin d'année, il n'y a pas de comptable à avoir, il n'y a pas de TVA jusqu'à un certain seuil, etc. Donc honnêtement, c'est de 1 très simple de gestion, par rapport aux sociétés en tout cas. De 2, c'est pas énormément imposé. Donc la tranche d'imposition maximum sur la micro, elle est à 22%. Je crois entre 20 et 22%, ça change tout le temps. Donc typiquement, vous faites 100 € de chiffre d'affaires hors taxe, vous donnez 20 € à l'État. Ok ? Et ensuite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous pouvez souscrire à l'ACRE, faites-le quand vous créez votre boîte, parce que ça vous permet aujourd'hui d'être imposé la première année à 11% et je crois la deuxième à 17 ou à 19%. Ça a changé par rapport à avant, mais en tout cas, vous payez moins d'impôts qu'en règle générale. Cette micro-entreprise, donc ça vous permet toutes ces choses. Par contre, il y a des inconvénients. Faut pas se mentir, faut pas se leurrer, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Les inconvénients, c'est quoi ? C'est que vous ne pouvez pas déduire vos charges de votre entreprise. Donc moi, j'achète pendant longtemps, j'ai dépensé beaucoup d'argent pour ma boîte, un ordinateur, la caméra ici, l'autre fois j'ai acheté un objectif à 1 000 €, donc ça commence à faire des gros budgets. Et en fait, l'idée, c'est que vous allez payer ce matos de votre poche, parce que ça va pas être déductible de votre entreprise. C'est avec votre argent de poche, entre guillemets, je mets des guillemets, que vous allez payer tout ce matériel. D'accord ? Donc ça a quand même un certain inconvénient. Si vous avez un type de société ou un type d'activité qui demande beaucoup d'investissement, ça peut être problématique dans ce sens-là. Ensuite, on a des plafonds, différents plafonds dans la micro. Le premier, c'est le plafond de la TVA à 34 000. Donc en fait, vous n'allez pas payer la TVA ni la facturer jusqu'à 34 000 € par an. Et à partir de 34 400, vous allez la facturer. Et ça aussi, c'est important à savoir. Pourquoi ? Parce que quand vous allez faire la passation, vous avez 2 choix. C'est soit vous décidez d'augmenter vos prix pour inclure la TVA, soit vous décidez de laisser vos prix actuels mais de perdre 20%. Et ça, c'est un choix qui est très compliqué à faire parce que si vous vous adressez à des personnes qui ne peuvent pas récupérer la TVA, j'essaie d'être le plus clair possible, c'est des gens qui ne vont pas être contents.
Parce qu'en gros, vous allez leur dire, voilà, j'augmente mes prix de 20% parce que je facture la TVA maintenant, mais la personne en face, si elle la récupère pas, en gros, elle va juste voir le prix augmenter de 20% et rien de plus. Et autre palier, 70 000 et quelques, je crois, c'est le palier de la micro-entreprise maximum. Au-dessus de ça, là je parle bien pour de la prestation de service. Pour de la vente de marchandises, c'est encore des paliers différents, je crois que c'est 150 000. Au-dessus de ça, il faut passer en société. Ok ? Donc, honnêtement, je vous conseille de démarrer avec une micro-entreprise. Maintenant, si vous voulez démarrer en société parce que vous avez beaucoup de charges, dans ce cas-là, vous passez par une EIRL. Et puis comme ça, vous pourrez déduire vos achats, vos dépenses, etc. des charges. Par exemple, le matériel, donc moi mon ordinateur, ma caméra, ça peut être les restaurants, ça peut être les billets d'avion, ça peut être plein de choses que vous pouvez déduire. En fait, il faut vraiment voir ça comme ça. Quand vous avez une micro-entreprise, vous générez un chiffre d'affaires, ok ? Vous êtes imposé sur ce chiffre d'affaires, et ensuite avec l'argent qui reste après imposition, vous vivez. Vous vivez, vous dépensez, vous achetez votre matériel et ainsi de suite. Avec une société, c'est différent. Vous générez vos revenus, donc vous avez votre chiffre d'affaires, vous dépensez votre argent lié à la boîte, vous achetez votre matos, vos machins, vos billets d'avion, vos trucs, et sur ce qui reste en bas, donc le bénéfice, vous êtes imposé. Et en fonction de où se situent vos charges aujourd'hui, ça peut être plus intéressant de choisir l'une ou l'autre. Ensuite, question suivante de Mindspace, Kate. Est-ce qu'un créateur de contenu peut prendre des vacances ? La question des vacances. Honnêtement, oui. Je vois pas pourquoi un créateur de contenu ne pourrait pas prendre de vacances. Souvent, on pense que parce qu'on est entrepreneur, parce que on a une communauté, on a le devoir d'être constamment là. On a le devoir de créer du contenu tout le temps. On a le devoir d'être présent tous les jours, d'être présent en story, de poster une photo, de poster une vidéo. Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de présence à avoir. N'ayez pas peur, et je vous le dis, je vous parle en connaissance de cause, moi j'ai eu cette crainte pendant longtemps, et c'est une fausse croyance. On se dit à chaque fois, je crée du contenu, je fais des efforts, machin, je travaille tous les jours, les gens sont ultra satisfaits de ce que je fais. Mais j'ai peur de disparaître 2 semaines, pour x, y raison, de revenir, et de me rendre compte que les gens m'ont oublié. Les gens ne vous oublieront pas. Surtout, et surtout si vous faites du bon travail, du travail de qualité. Ça m'est arrivé plein de fois, honnêtement, en 4 ans, d'être absent pendant 1, 2, 3 semaines, parfois 1 mois, parfois plus. Sur YouTube, là, j'ai pas publié depuis 8 semaines, 6 semaines, je crois. Pour autant, est-ce que les gens m'ont oublié ? J'ai pas l'impression. Donc, déjà, ça, c'est une fausse croyance. Et deuxièmement, surtout, ça fait du bien. Ça fait du bien au moral de prendre des vacances. Alors, t'es pas obligé de prendre, comme quand on est salarié, 5 semaines de vacances. L'avantage d'être indépendant, c'est quoi ? L'avantage d'être indépendant, c'est de pouvoir gérer son propre emploi du temps comme on le souhaite. Donc, si jamais tu ressens le besoin un matin de te dire, ok, moi aujourd'hui, j'ai envie de prendre un jour de repos, ou parce que tu as bossé depuis 2-3 semaines, tu as envie de prendre 4-5 jours de congé, prends-les. C'est l'avantage d'être indépendant. Il faut profiter de ces choses-là. Pourquoi ? Parce que de 1, toi, ça va te faire du bien, ça va te permettre d'avoir un équilibre, une harmonie au sein de ta vie. Et ça va surtout, et ça on l'oublie, faire du bien à ton business. Parce que les meilleurs moments et les meilleures idées qu'on a, de contenu, de formation, de produits, les déclics qui peuvent faire en sorte qu'on passe un cap dans notre business, on les a toujours quand on ne travaille pas. Moi je le sais, et tout le monde le sait, toi aussi tu regardes ça, tu le sais. On les a quand on est sous la douche, on les a quand on est en train de lire en extérieur, quand on est en train de prendre un café, quand on est en vacances et qu'on est avec des amis. Combien de fois ça m'est arrivé en soirée avec des potes de sortir mon téléphone pour noter une idée qui m'était venue comme ça, juste parce que je bossais pas. Donc c'est tout aussi important de prendre des days off, des week off, des months off, des mois de congé, peut-être pas des mois, mais voilà, de prendre des congés, parce que c'est bien pour toi en tant que personne, et c'est aussi bien pour ton business, et ça souvent on l'oublie. Règle numéro 1, je précise, c'est pour plein de sujets, il n'y a pas qu'une façon de faire sur Internet et dans l'entrepreneuriat. Je saute quelques questions, j'y reviendrai après. On va partir sur des sujets un peu plus techniques. Question d'Emmanuel Uchelou. Quel est le meilleur moment pour lancer sa formation ? Question que j'aime beaucoup et qui m'a souvent été posée au fil des années. Quel est le meilleur moment pour lancer sa formation ? Donc, je pense que
encore une fois, et je sais que les gens n'aiment pas quand je réponds ce genre de truc, parce qu'en fait, souvent, on aimerait des réponses toutes faites, en mode le meilleur moment pour lancer sa formation, c'est après 15 jours d'avoir créé son contenu ou son business. Ça dépend. Le meilleur moment pour lancer sa formation, il dépend en fait. Il dépend d'où tu te situes aujourd'hui, il dépend de la communauté que tu as, il dépend de plein de choses. Je vais quand même essayer de te donner des directives ou des trucs qui peuvent jouer. Déjà, ta première formation, essaye de la créer quand même le plus tôt possible. Souvent, les gens attendent des semaines ou des mois avant de créer une formation, un programme en ligne, ce que tu veux. C'est problématique pour plein de raisons. La première, c'est que ce premier jet, cette première formation, elle sera pas exceptionnelle. Pourquoi ? Parce que la création de formation, c'est un art, c'est un métier, c'est une compétence qui se développe comme plein de choses, comme les vidéos YouTube, comme les podcasts, comme comme le dessin, l'écriture, la musique. Donc, créer une formation, c'est une compétence. Parce qu'il faut trouver l'idée, il faut savoir structurer sa formation de manière pédagogique. Et la pédagogie, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est pas quelque chose où on ne naît pas pédagogue. Donc, ta première formation, d'un point de vue pédagogique, d'un point de vue création, organisation, etc., elle sera beaucoup moins bien que la deuxième, qui sera elle-même beaucoup moins bien que la troisième, que la quatrième, que la cinquième, et ainsi de suite. Donc, plus tu attends pour créer ta formation, plus ta communauté va grandir, et plus tu vas vendre cette première formation qui sera pas exceptionnelle à beaucoup de personnes. Donc, il vaut mieux limite, et moi c'est ce que j'ai fait par le passé, alors je l'ai fait un petit peu involontairement, mes 3 premières formations ne se sont pas vendues. D'accord ? Mes 4 premières. 3 ou 4 1, 2, 3, 4 je crois. Mes 3 premières, je sais plus. Mes 3 ou 4 premières formations ne se sont pas vendues. Sur le coup, j'étais un peu dégoûté, on va pas se mentir, mais avec du recul, j'étais content, vraiment. Parce que quand je repense aux formations que j'avais tournées, le setup que j'avais, la façon dont j'avais structuré, ce que j'avais mis à l'intérieur, je suis content que personne ne les ait achetées parce que vraiment, c'était loin d'être de très bonnes formations. Et je pense que j'aurais fait plus de déçus que de personnes contentes. Et je suis content parce qu'au final, la 5e que j'ai sortie, c'est la première formation que les gens ont achetée chez moi, sauf que c'est la 5e que moi j'ai créée. Donc cette formation, elle est beaucoup mieux construite, beaucoup plus qualitative que si c'était la première. D'accord ? Donc ça déjà, c'est un truc qu'il faut prendre en compte. Plus tôt tu crées ta formation, j'ai envie de te dire, même si tu crées des formations dans le vent, c'est pas grave, c'est fun, tu vois, tu prends plaisir, t'apprends en fait. Il faut arrêter de voir les formations comme un objectif ultime à atteindre, le truc, si on fait une formation et qu'elle se vend pas, c'est la fin du monde. Non. Une formation, c'est comme une très longue vidéo. Faut voir ça comme ça. Moi, mes formations, ça m'est arrivé qu'elles se vendent pas ou qu'elles se vendent mal. Et je suis passé au-dessus. Je me suis dit, c'est pas grave. J'ai bossé 1 journée, 2 journées, 3 journées sur une très très grosse vidéo qui a fait peu de vues. Faut voir ça comme ça. Ok ? Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, le meilleur moment pour lancer sa formation, selon moi, c'est quoi ? C'est surtout quand tu te sens prêt et que tu sens que tu as des compétences à transmettre à des personnes. Parce que là encore on fait face à un autre problème. Souvent on se retrouve, et moi le premier, je me mets dans le panier, avec des personnes qui sont tellement pressées de créer des formations qu'elles se disent « Ok, moi j'ai lu un bouquin dans tel domaine, j'ai appris 3 trucs, et je vais en faire une formation et je vais donner 3 conseils. La formation va durer 45 minutes et tu vas vendre ça 97 €. » Le problème avec ce genre de façon de faire, ou en tout cas le problème avec le fait de peut-être pas transmettre vraiment une réelle valeur ajoutée dans une formation, c'est que tu te retrouves avec des gens qui sont mécontents. Et en fait, il n'y a rien de plus important sur Internet que la confiance. Si quelqu'un prend la peine de dépenser X euros chez toi, c'est qu'elle estime avoir cette confiance et une confiance élevée au point de dépenser cet argent chez toi. Et la pire chose que tu puisses faire à cette personne, c'est de la trahir. C'est de trahir sa confiance, pas en lui mentant ou quoi que ce soit, mais juste en vendant un produit qui n'est pas à la hauteur du prix auquel il est affiché. Okay ? Donc ça, c'est aussi important. La première formation, c'est le parfait équilibre entre je la crée assez tôt, mais je la crée assez tard, pour être sûr d'avoir vraiment des compétences à transmettre, d'avoir une réelle valeur ajoutée à apporter aux gens qui vont la consommer et pouvoir vraiment essayer de changer leur vie tout simplement. Question suivante de Manon WFRA. Il y en a plusieurs. Elle a posé plusieurs questions intéressantes, on reviendra sur les autres après. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné selon toi ? J'ai réfléchi quand même avant de répondre à cette question. Il y a plein de choses que j'ai entendues, c'est pas forcément des conseils qu'on m'a donnés
C'est plein de choses que j'ai entendues, que j'ai retenues. Par exemple, le fait que peu importe ce que tu vas faire, les gens vont pas aimer. Ça, c'est un conseil qu'on m'a donné et qui a beaucoup impacté ma vie. Et je pense que le meilleur conseil réellement qu'on m'ait donné, c'est celui de ma grand-mère. Quand j'ai démarré Internet, en fait, tu sais, moi je suis la génération X ou Y, je sais plus, je suis né en 96. Donc Internet, je suis né dedans, je suis né avec, et c'est pas le cas de ma mère, de mes parents, et c'est encore moins le cas de mes grands-parents. Et en fait, mes grands-parents, quand j'ai essayé de leur expliquer ce que je faisais, pour eux, je tapais sur un clavier. Ils comprennent plus ou moins que ça. Expliquer que je vends des formations, c'est même pas la peine. Leur dire que je fais des sites internet, c'est plus ou moins ça. Donc voilà, pour eux, je travaille sur un ordinateur et ça s'arrête là. Et en fait, quand j'ai expliqué ça à ma grand-mère, il y a 3 ans, elle m'a dit, et c'est un conseil en fait qui est resté, et peut-être que c'est ce qui a fait que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui, je sais pas. Elle me répétait tout le temps, en fait, moi je m'en fous de ce que tu fais, à partir du moment où ça te rend heureux. Et je pense que c'est un conseil, mine de rien, qui est resté gravé dans ma tête. Parce que aujourd'hui, je me rends compte que je centre en fait toutes mes activités et tout ce que je fais, que ce soit dans ma vie et aussi dans mon business, autour d'une seule chose, c'est de mon bonheur. Ô combien j'ai vu de personnes qui bossaient 10 heures par jour. Ô combien j'ai vu des personnes qui avaient des business 2, 3, 4, 5, 6, 10 fois plus gros que les miens, mais qui étaient pas du tout heureux. Des personnes qui étaient tristes, des personnes qui ne prenaient pas de temps pour eux, des personnes qui ne s'entraînaient pas, des personnes qui n'avaient pas de passion, des personnes qui n'avaient pas d'amis, des personnes qui avaient juste un business en fait. Et moi, j'ai pas envie d'avoir un business juste pour avoir un business. Moi, j'ai envie d'avoir une vie. C'est-à-dire que oui, j'ai envie d'avoir un business, oui, j'ai envie de bien gagner ma vie ou d'être en mesure de faire ce qui me plaît, c'est ce qui compte le plus en fait. Je m'en fous de me dire, moi je gagne tant d'euros par mois. Ce qui compte, c'est juste de me dire, je gagne suffisamment d'argent pour faire ce que j'ai envie de faire sans trop me restreindre. Sans me dire, bah non, je peux pas faire 6 mois-ci parce que je dois serrer la ceinture. Donc en fait, même mes objectifs financiers sont toujours tournés ou axés sur mon bonheur personnel et sur ce que j'ai envie de faire. Donc mes objectifs financiers, mon organisation au quotidien, tu vois, en général, après l'entraînement, 15h, 15h30, 16h, j'arrête de travailler, j'essaie de faire autre chose. Peut-être que je vais continuer à avoir la tête dans le business, tu vois. Peut-être que je vais sortir dehors, comme j'ai fait l'autre jour, prendre mon appareil photo et aller shooter des photos, parce que là, je suis à Barcelone, qu'il fait beau, et que j'ai envie de sortir pour profiter un petit peu. Peut-être que je vais aller me balader dans un parc, peut-être que je vais lire, peut-être que je vais bosser, parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de bosser. Mais tout est toujours axé autour de cette question de qu'est-ce qui me rend vraiment heureux. Et je pense que c'est mis de côté par trop de personnes. Quand je vois des gens qui se tuent à la tâche tous les jours, bosser des dizaines d'heures alors qu'ils gagnent déjà très très bien leur vie, quand je vois des personnes se focaliser sur les revenus en pensant que plus ils vont gagner d'argent, plus ils vont être heureux, en fait non, c'est pas ça. Ce qui compte vraiment, c'est à la fin de la journée, quand tu te poses dans ton lit, comment tu te sens ? Est-ce que tu te sens stressé ? Est-ce que tu te sens épanoui ? Est-ce que tu te sens épuisé de ta journée ? Est-ce que tu te sens, je sais pas, tu te sens plein de choses, tu vois ? C'est ça qui compte vraiment. Et ça remet un petit peu toutes les pendules à l'heure. Parce que tu seras pas heureux avec de l'argent si tu l'es pas aujourd'hui sans, tu vois. Tu seras pas heureux avec un business si tu l'es pas aujourd'hui sans. En fait, ça, c'est vraiment important aussi à comprendre. J'ai pas attendu d'avoir un business sur Internet pour être heureux. J'étais très heureux, comme je t'en parlais en début de vidéo. J'ai bossé en intérim à l'usine. Quand je bossais en intérim à l'usine, j'étais déjà très heureux. J'étais heureux, j'avais des amis, j'avais une famille, je m'entraînais, j'avais un quotidien équilibré. J'avais juste envie de développer un business qui me permettrait de faire plus de choses. Mais j'étais déjà heureux. Quand je gagnais 2000 euros par mois, j'étais déjà heureux. Quand j'en gagnais 1000, j'étais déjà très heureux. Quand j'étais en Asie, il y a 2 ans, pour développer mon business et que j'ai fait mes premières ventes, que j'ai généré 150 euros, j'étais heureux. Et en fait, c'est important de se poser cette question du bonheur et de ce qui compte vraiment pour toi, pour remettre toutes les pendules à l'heure, et aussi, parce qu'on n'en parle pas, pour éliminer un petit peu le stress de toutes ces choses, de la comparaison, de voir des personnes qui, de dire, ouais mais attends, lui il fait plus que moi, lui il a plus d'abonnés, lui il a plus de machin, lui il a plus de trucs. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout que le mec ait plus d'abonnés, qui gagne plus d'argent, qui voyage plus que toi, ce que tu veux, si là où t'es aujourd'hui, t'es bien.
Il y a une phrase de Ben Bergeron que j'aime beaucoup, c'est que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. L'herbe est plus verte là où on l'arrose. Et c'est ça en fait. C'est-à-dire que plutôt de regarder chez le voisin quelle est la couleur de son herbe, regarde l'herbe que tu as sous tes pieds et essaye de l'arroser le plus possible. Donc voilà, c'était l'instant conseil de ma grand-mère. Ensuite, question suivante d'Emmanuel Uchelou. Un conseil pour avoir de l'inspiration pour ses vidéos Insta et YouTube. Alors, pour ce qui est de l'inspiration, j'utilise deux méthodes, deux moyens, on va dire, de trouver des idées. Alors quand je dis des idées, c'est surtout de bonnes idées. Soit de bonnes idées de vidéos, soit des vidéos qui marchent bien, des concepts qui changent un petit peu de d'habitude. On a d'un côté la méthode push et de l'autre côté la méthode pull. Donc pousser et tirer. En fait, c'est chercher des idées de contenu. Donc ça marche pour les vidéos, pour les articles, les posts, ce que vous voulez, de manière active et de manière passive. De manière active, c'est quoi ? Je vais sur des chaînes YouTube, ça peut être des chaînes YouTube de personnes qui font la même chose que moi ou pas. Souvent, les concepts qui marchent le mieux sont des concepts qu'on prend d'autres domaines et qu'on réadapte à sa thématique. Ça, souvent, ça marche extrêmement bien. Par exemple, le Sunday Chill Coffee aujourd'hui, c'est pas moi qui ai inventé le concept, c'est un concept que j'aime beaucoup et que j'ai décidé de réadapter, on va dire, à ma thématique. Donc, je vais sur des chaînes YouTube ou sur des posts Instagram, ou sur des comptes Instagram ou autres, je vais voir un petit peu ce qui marche le mieux, c'est-à-dire en matière d'audience, les vidéos qui font le plus de vues, les posts qui font le plus de likes, de commentaires, etc. Et je vais essayer de comprendre pourquoi ça fonctionne, et je vais me dire pourquoi pas prendre le concept et prendre un petit peu le pourquoi du comment, et le réadapter à ma thématique. Ok, donc ça c'est la méthode passive. Ce que je fais à côté de ça, en fait, cette méthode passive, surtout, elle me permet quoi ? Elle me permet de créer uniquement les contenus qui fonctionnent extrêmement bien. C'est le 20-80 de la création de contenu, c'est prendre les contenus qui fonctionnent très bien, essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils fonctionnent et réadapter ça à cette thématique. Donc j'utilise cette méthode-là, et la deuxième méthode que j'utilise, c'est la méthode plus passive. En fait, c'est le fait de passer du temps à consommer du contenu. Pourquoi ? Parce que le fait de consommer du contenu pratique, utile. J'aime beaucoup regarder des chaînes YouTube, par exemple, de filmmakers, Daniel Schiffer, Peter McKinnon, James Matthew, etc. Ça me permet, en fait, d'élargir un petit peu mes compétences, on va dire, en termes d'inspiration, de créativité, et de parfois avoir des idées de concepts qui me viennent parce que j'ai consommé des contenus que je trouve vachement intéressants. Donc c'est un petit peu l'association des deux, se forcer à trouver des idées et consommer du contenu pour trouver de l'inspiration pour ses vidéos Instagram, YouTube et ses contenus. Troisième chose que je fais et qui pour moi est extrêmement importante, c'est de créer, tout simplement. Pourquoi ? Parce que les idées amènent les idées. La création amène la création. Et c'est en créant des contenus, des vidéos, des posts, en faisant les choses que vous allez... En fait, c'est un muscle, la créativité. C'est comme aller s'entraîner tous les jours à la salle de sport. Vous allez développer une partie de votre corps que vous entraînez. La créativité, c'est pareil. Plus vous la travaillez, plus elle se développe et meilleures sont vos idées. Et à force, avec le temps, forcément que j'ai pu travailler ma créativité. Question suivante. J'aimerais devenir formatrice Instagram contenu, mais je n'ai aucun diplôme. Comment être légitime ? C'est une question que je trouve très intéressante parce qu'on associe souvent la légitimité de parler d'un domaine ou le fait d'être compétent pour parler d'un domaine au diplôme. Ce qui est marrant, c'est que j'ai pas de diplôme ou très peu de diplômes. J'ai juste un BTS MUC que j'ai obtenu un petit peu sur un coup de chance, je sais pas comment, mais c'est jamais un diplôme qui m'a servi dans le métier que je fais aujourd'hui. Comment être légitime dans une thématique ? Le mieux, c'est d'avoir confiance en ta capacité à apporter de la valeur aux gens. C'est-à-dire que la légitimité, finalement, c'est quoi ? C'est « Ok, je suis en mesure de parler de ce domaine-là ». Mais comment est-ce qu'on sait si on est en mesure de parler de ce domaine-là ? C'est qu'on maîtrise notre sujet. Et souvent, l'erreur que font la plupart des gens, des formateurs, des créateurs qui se lancent, et qui en fait, justement, leur posent ce problème de légitimité, c'est que ces personnes essayent d'enseigner des choses qu'ils ne maîtrisent pas, ou parlent de sujets qu'ils ne maîtrisent pas encore. Des choses qu'ils connaissent, sur lesquelles ils ont des compétences, mais on n'est pas à un niveau de maîtrise. D'accord ?
Et c'est OK. C'est-à-dire que quand on parle de devenir formateur ou de vendre un produit, il n'y a aucune obligation de vendre le meilleur produit, le produit le plus poussé, ou de parler de sujets qui sont les meilleurs ou les plus poussés. Il faut juste parler de choses qu'on maîtrise. Je vais prendre un exemple tout bête. Si aujourd'hui tu te lances dans la vidéo par exemple, parce que tu es passionné par ça, tu as pris une caméra il y a 1 an seulement, ou il y a 6 mois, tu as découvert la vidéo, tu te lances là-dedans. Tu te dis, en fait, moi je ne suis pas légitime à enseigner la vidéo parce que ça fait seulement 6 mois que je suis dedans. Alors, oui et non. Si tu t'adresses à des personnes qui maîtrisent la vidéo sur le bout des doigts, qui sont déjà vidéastes, le fait que tu aies 6 mois d'expérience, t'as pas forcément les compétences qu'eux ont aujourd'hui, et peut-être que tu n'es pas légitime à leur enseigner quelque chose, parce qu'ils sont plus avancés que toi. Mais en aucun cas, ça t'empêche d'enseigner à des gens qui n'ont pas encore démarré la vidéo. Les bases, le triangle d'exposition, parler des ISO, parler d'ouverture, parler du diaphragme, parler de la vitesse d'obturation, toutes ces choses-là. Ça, c'est des choses qu'on maîtrise quand on fait de la vidéo et qu'on en fait depuis quelques semaines ou quelques mois, mais qu'on ne maîtrise pas quand on se lance tout juste. Ok ? Et en fait, ce problème de légitimité, il vient surtout de comment tu te positionnes, toi, dans ta thématique par rapport à ton audience. Est-ce que tu enseignes à des gens qui sont très avancés, dans ce cas-là, tu n'es pas légitime parce que tu n'as pas atteint le niveau de compétences qu'eux ont atteint, ou est-ce qu'au contraire, il vaut mieux pas viser des personnes qui démarrent dans un domaine. Et donc, en fait, finalement, on est toujours moins compétent qu'une personne et plus compétente qu'une autre. Donc, si aujourd'hui, tu as envie de te sentir légitime dans ta thématique et dans ton domaine, la meilleure chose à faire, c'est quoi ? C'est de parler uniquement de choses que tu maîtrises, de choses que tu as testées, de compétences que tu as développées. Et c'est très bien si c'est des compétences de base. C'est très bien si dans la vidéo, tu me parles juste du triangle d'exposition. On ne te demande pas de réinventer la roue, on ne te demande pas d'être ultra compétent. Il faut juste transmettre des choses que tu maîtrises. Pourquoi ? Parce que à partir de ce moment-là, à partir du moment où tu maîtrises un sujet et que tu en parles, toi-même, tu vas te sentir plus légitime d'en parler. Tu vas être plus à l'aise avec ça. Tu vas dire, ok, c'est cool, je peux parler de ce domaine parce que je le maîtrise vraiment, parce que j'ai fait X vidéos là-dessus, parce que j'ai testé X choses, etc. Et je peux vraiment en parler. Donc voilà. Question suivante. Alors, là, j'avais une triple question, une question 3 en 1. Toujours de Manon WFRA. Alors, la question elle est en 3 parties. Comment ne pas se sentir découragé ou inutile quand on souhaite aider, informer, accompagner avec notre contenu, mais qu'on ne touche pas beaucoup de personnes ? C'est une question que je trouve ultra intéressante, parce qu'elle amène plusieurs problématiques qu'on rencontre quand on est créateur de contenu. Pour moi, il y a 2 grandes choses importantes. Premièrement, c'est peut-être la plus importante en fait, c'est se demander pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Se demander vraiment pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, donc là tu me parles d'aider au travers de ton contenu, d'impacter la vie des gens, d'accompagner, d'informer. La vraie question c'est pourquoi est-ce que tu fais vraiment ça ? Aujourd'hui, je préfère personnellement informer et impacter des gens, changer la vie de 10 personnes, que toucher 50 000 personnes, mais avoir un petit impact sur leur vie et sur leur quotidien. Ok ? Et la question à se poser, c'est vraiment ça. Est-ce qu'au travers de ton contenu, t'impactes la vie des gens ? Et si oui, à quel point tu l'impactes, cette vie-là ? Si tu as envie de te rassurer, tu peux demander aux gens qui te suivent, tu peux demander à tes clients si tu as déjà eu des clients, les résultats qu'ils ont obtenus, comment ils se sentent, etc. Bref, il y a toutes ces choses que tu peux aller chercher si jamais tu es en manque d'informations. Mais c'est la première question à se poser, parce que souvent, on se dit, exemple typique, moi j'ai tant d'abonnés, j'ai une petite audience, j'ai que 500 personnes, et ça sera le deuxième point. Finalement, j'impacte peu, ou j'impacte la vie de peu de personnes, mais c'est faux. Si tu changes juste la vie de 5 ou 10 ou 15 personnes, c'est largement suffisant. Donc c'est la première question vraiment à te poser par rapport à ce domaine-là et à cette problématique. La deuxième chose, c'est qu'il faut bien remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Okay ? 500 abonnés, c'est quoi ? C'est 500 personnes qui te suivent parce qu'elles apprécient ton compte, ton contenu, ta personne, ce que tu fais, elles trouvent que tu es quelqu'un de bien, que voilà, bref, il y a plein de choses. Mais c'est surtout 500 personnes. Et ça, on l'oublie fortement. À chaque fois qu'on est sur Internet, on se dit j'ai une petite audience, j'ai que 200 abonnés. Maintenant, imagine ces 200 personnes qui te suivent devant toi, dans une salle. Admettons, quand tu fais une story sur Instagram, tu as 300 ou 400 vues.
La plupart des gens vont se dire, mais c'est pas beaucoup, 300, 400 personnes qui regardent ta story. Bah si, c'est 300 ou 400 personnes qui t'écoutent. C'est comme si dans une salle, tu prenais un micro devant un grand théâtre et que tu parlais devant 300 ou 400 personnes. C'est énorme. Rappelle-toi à l'époque du lycée ou du collège ou de ce que tu veux, de tes études, prendre la parole devant 20 personnes devant une classe, c'était déjà phénoménal. Donc la prendre devant 300 ou 400 ou 500 personnes, c'est fou. Donc il y a aussi ça qu'il faut remettre un petit peu dans son contexte. Quand tu me poses la question de savoir comment ne pas se sentir découragé ou inutile quand on parle à peu de personnes, qu'est-ce que peu de personnes ? 100 personnes, c'est déjà énorme. 200, énorme. 500, 1000, j'en parle même pas. 10 000, c'est encore plus, tu vois. Donc, il n'y a aucune raison qui peut te pousser à te sentir découragé. Si de 1, tu changes ne serait-ce la vie que d'une personne, c'est déjà génial, c'est déjà super. Et de 2, si aujourd'hui tu as une petite audience de 200 personnes, c'est déjà une grosse audience en réalité. Et ça, c'est pareil, il faut toujours l'avoir en tête. Question suivante de Anna Atalis. Tu t'es créé ton réseau uniquement sur le web, ou en présentiel également. Alors, moi, j'ai toujours fonctionné uniquement sur Internet. Que ce soit dans l'aspect formation, création de formation, mais aussi réseau entre guillemets. Moi, j'ai toujours rencontré des gens du web, je suis allé discuter avec eux, je les ai suivis, etc. J'ai jamais fait de présentiel. Pourquoi ? Parce que c'est lié à ma personnalité. Je suis quelqu'un d'assez introverti, je suis quelqu'un qui aime bien être seul, j'aime beaucoup la solitude. J'aime bien aussi les gens, faut pas croire, j'aime bien le relationnel, mais c'est pas mon point fort. Donc faire du présentiel, aller networker avec d'autres personnes, c'est pas ce qui me plaît le plus. Moi, ce qui me plaît le plus, c'est pas d'aller serrer des poignées de main dans une grande salle où il y a 500 personnes et d'avoir des courtes discussions avec toutes ces personnes-là. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, en fait, c'est de rencontrer peu de personnes, vraiment, au lieu de rencontrer 500, c'est de rencontrer 5, mais par contre, d'avoir de vraies discussions avec ces personnes, de vraiment d'aller en profondeur, de raconter sa vie, d'expliquer des choses, de partager des idées, etc. Donc j'ai jamais fait de présentiel, mon réseau, je l'ai toujours construit en intégralité, on va dire, sur Internet, et j'ai toujours privilégié en fait les relations profondes et restreintes aux relations nombreuses et de surface. Question suivante de Chanefreli, donc Charlie, je pense. Comment mettre en place une routine de travail efficace ? Alors, question qui est très intéressante et à laquelle je vais répondre quelque chose que tout le monde déteste. Ça dépend. Ça dépend. Déjà, il faut définir qu'est-ce qu'une routine de travail efficace. Pour moi, une routine de travail efficace, c'est ok, à telle heure, je sais que je commence plus ou moins à travailler jusqu'à telle heure et je mets en place un environnement de travail qui est efficace. Et un environnement de travail efficace, pour moi, c'est quoi ? C'est un environnement de travail dans lequel tu accomplis vraiment tes tâches sans être distrait, en étant focus. Pour moi, ça, c'est une routine de travail efficace. C'est par exemple, tous les matins, tu sais que de 9h à midi, tu as ta session de travail et tu sais que tu vas être efficace parce que tu crées un environnement autour qui est optimisé. D'accord ? Maintenant, comment est-ce qu'on crée une routine de travail efficace ? Je pense qu'il y a une grande partie d'introspection dont on parle très peu sur Internet. La productivité, déjà, c'est très personnel. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on est productif et on est focus, c'est très personnel. Il y a certaines personnes qui vont... Moi, je sais que j'aime bien travailler le matin. Toutes les tâches créatives, je sais que j'aime bien les faire le matin. C'est un petit peu là où je suis créatif, là où je suis efficace, parce que c'est ma personnalité. L'après-midi, en fait, plus la journée avance, plus j'ai du mal à faire des tâches créatives et compliquées, profondes. Et typiquement, écrire une page de vente, écrire un email, etc., ça, il faut que je le fasse le matin. Certaines personnes, ce sera l'inverse. Certaines personnes vont être beaucoup plus efficaces l'après-midi. Ou d'autres, j'en connais, qui travaillent beaucoup mieux le soir, qui sont très nocturnes, qui travaillent, je sais pas moi, de 23h à 2h du matin. Donc déjà, il faut comprendre un petit peu comment est-ce qu'on fonctionne, comment est-ce qu'on est efficace, quand est-ce qu'on est productif. Ça s'apprend avec le temps, avec l'expérience. J'ai testé différentes choses, j'ai essayé de bosser le matin, essayé de bosser l'après-midi, essayé de bosser en fin de journée. J'ai essayé de faire de longues journées, ça m'arrivait de bosser 7, 8, 9, 10 heures. J'ai essayé de faire des courtes journées, 2, 3 heures, et j'ai trouvé l'équilibre entre les deux. Parce que par exemple, je sais qu'après 4 ou 5 heures de travail, j'arrive plus à bosser. C'est-à-dire, c'est pas que je suis flemmard ou quoi que ce soit, c'est juste que après cette quantité de travail-là, je me retrouve plus à
scroller sur mon téléphone ou aller sur internet ou regarder un truc sur YouTube ou quoi qu'à travailler. Donc je sais que ça va pas être pertinent, donc il vaut mieux en fait que je travaille pas parce que ça fait gagner du temps à tout le monde. Donc il y a une part en fait de compréhension profonde de sa personne qui est très importante dans le fait d'une routine efficace. Ensuite, je pense que il y a 2 choses à mettre en place. Premièrement, un déclencheur. Le déclencheur, c'est vraiment ce que tu vas mettre en place ou ce qui va déclencher l'activité en question, ce qui va déclencher la session de travail en question. Ça peut être un horaire, ça peut être, je sais pas moi, un café, un petit déjeuner, une action comme ça. Moi je sais que par exemple, c'est après le petit déjeuner. Une fois que j'ai déjeuné, j'ai pris mon petit café. Là, une fois que j'ai mon café, c'est en sorte, entre guillemets, mon déclencheur. Et du coup, parfois, c'est à 8h30, parfois c'est à 8h, parfois c'est à 9h, ça dépend quand je me lève. Comme ça me permet aussi de pas mettre de réveil. Donc, premièrement, le déclencheur qui est important, et deuxièmement, le plus important pour une routine de travail efficace pour moi, après l'introspection et après le déclencheur, c'est l'environnement. En fait, être efficace, c'est être concentré, c'est accomplir des choses en un minimum de temps possible ou surtout travailler de manière optimale. Et ce qui compte le plus, c'est l'environnement. C'est l'environnement de travail que tu te crées autour de toi. C'est le fait, si tu regardes trop ton téléphone quand tu bosses, le fait de mettre le téléphone dans une autre pièce, le fait de te mettre en mode avion. Le fait, il y a des applications aujourd'hui, moi qui s'appelle Self-Control, sur ordinateur, qui te bloquent Internet. Ça te bloque. Et en fait, c'est impossible de supprimer l'application, à moins si par exemple tu lances une session d'1 heure, tu peux pas arrêter la session, à moins de redémarrer l'ordinateur. C'est chiant, donc tu le fais pas. Donc tu finis ta session. Et donc c'est intéressant parce que en mettant comme ça en place, moi je suis pas quelqu'un voilà, j'ai du mal aussi, je suis souvent sur le téléphone, sur YouTube, etc. Il y a des outils qui te permettent comme ça de bloquer un petit peu. Donc rester focus, se créer un bon environnement de travail. Ça comprend aussi ce que tu mets autour de toi, ça comprend aussi par exemple l'hydratation, si tu as faim de prendre un petit encas à l'avance. Et moi par exemple j'aime beaucoup travailler avec de la musique. J'ai un casque qui est là-bas, un casque Bose à réduction de bruit. Je mets du lo-fi hip-hop et là c'est bon, je suis dans mon état. Je peux rédiger des emails, des pages de vente, etc. Pendant 1, 2, 3 heures sans regarder mon téléphone, sans sortir de la tâche. Et ça, c'est très différent en fonction de chacun. Et ça s'apprend avec le temps. Donc, avant-dernière question de Lucas OTF. Quel type d'élève tu étais à l'école ? Alors, l'élève que j'étais à l'école, c'était clairement l'élève milieu de classe. J'ai jamais été un très bon élève, pas du tout. J'ai jamais été un très mauvais élève non plus. J'étais en fait celui qui se sauvait à la dernière minute lors des examens. En fait, j'ai toujours eu une moyenne vraiment au milieu. 8, 9, 10, 11. J'ai navigué un petit peu dans ces eaux-là parce que j'étais pas du tout intéressé par l'école. Ma matière préférée, clairement, à l'époque, ça a toujours été d'ailleurs, c'était le sport, parce que le reste ne m'intéressait pas, en fait. Par contre, j'avais la chance de comprendre facilement et rapidement les choses. Donc, je fournissais le minimum d'efforts possible durant l'année et je mettais un dernier petit coup de collier, on va dire, avant les examens pour que tout passe. Et en fait, je pensais pendant très longtemps être un mauvais élève ou être quelqu'un qui n'aimait pas l'apprentissage, qui n'aimait pas apprendre de nouvelles choses, etc. Je pensais être plutôt quelqu'un de manuel que quelqu'un d'intellectuel. Et aujourd'hui, en fait, avec du recul et après des années à entreprendre et à faire des choses, je me suis rendu compte que j'étais quelqu'un de plus intellectuel que manuel, que j'aimais beaucoup lire, que j'aimais énormément apprendre des choses. Le seul problème, en fait, à l'école, c'est qu'aucun des sujets qui m'étaient présentés ne m'intéressait. Je me pose vraiment la question aujourd'hui de savoir si on m'avait mis des sujets autour du développement personnel, autour même de la vente, de l'entrepreneuriat, si on m'a fait lire des bouquins que je lis aujourd'hui à l'école, peut-être que je m'y serais un petit peu plus intéressé. Donc voilà pour mon type d'élève. Dernière question. Je crois qu'on a fait le tour après, il me semble. Et on va arrêter là parce que ça commence à être très long. Dana Thalys, plutôt team pizza ou sushi ? Ça, c'est un petit peu la question de la fin. Clairement, team pizza. J'aime beaucoup les sushis, mais les pizzas offrent trop de diversité pour que je dise sushi. Donc, team pizza. Voilà, on a fait un petit peu le tour de ce Sunday Chill Coffee. J'espère en tout cas que le concept vous plaît. Moi en tout cas il m'a plu, je pense le refaire, mais ça dépend de vous. Donc n'hésitez pas juste en dessous dans les commentaires à me dire si oui ou non le concept vous plaît. Surtout n'hésitez pas aussi dans les commentaires à me poser des questions
pour les futurs Sunday Chill Coffee. J'ai environ encore une 60aine de questions en stock, mais mieux sont les questions, plus elles sont poussées, plus c'est intéressant pour vous lors des prochaines vidéos. Et aussi, forcément, n'hésitez pas, j'arrive plus à parler, à me suivre juste en dessous sur Instagram et à vous abonner à cette chaîne. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Tony, je vous dis à très vite pour un nouveau contenu. Ciao!